Voilà. OK, bien. Alors, on reprend d'ailleurs, c'est la dernière présentation avant la séance de clôture. Et nous avons le plaisir donc d'accueillir avec nous Noel Baldwin, qui est le directeur général du Centre des compétences futures, qui met au service de cette organisation près de 20 ans de leadership stratégique, ayant façonné des partenariats d'envergure, des initiatives nationales et internationales qui transforment le développement des compétences au Canada. Et avant de rejoindre le Centre des compétences futures, Noel Baldwin était coordinateur de l'enseignement postsecondaire et de l'apprentissage des adultes au Conseil des ministres de l'Éducation et a également travaillé pour la Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire. Je ne me suis pas trompée, j'ai été chercher des informations. Très bien, OK. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Steve Richter, qui est directeur des politiques bilingues au Centre des compétences futures, où ses principales responsabilités sont axées sur l'analyse des politiques fédérales et provinciales, les relations avec le gouvernement et les rapports, la mobilisation des connaissances et l'établissement de relations avec les communautés francophones. C'est ça? Ok, je me suis bien, hein, j'ai bien fait mes recherches. Alors, aujourd'hui, ils vont nous parler du développement des compétences et des modèles inspirants pour les communautés francophones. C'est à Merci beaucoup, Aline. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. J'essaie juste de trouver le clicker, puis je pense que je l'ai ici. Très bien. Alors, comme Aline avait dit, je m'appelle Noel Baldwin et je suis le directeur général du Centre de compétences futures. Et je suis joint par mon collègue Steve Richter aussi. Alors, aujourd'hui, on aimerait vous parler un petit peu des initiatives intéressantes que nous avons lancées avec des partenaires tout autour du pays. Elles présentent des résultats probants qui pourraient être bénéfiques pour les communautés souhaitant à répondre à des grands défis de développement de compétences et de la main-d'œuvre. Néanmoins, le fait qu'ils ne sont peut-être pas exactement ciblés aux communautés franco-ontariennes, nous croyons qu'ils ont encore des choses intéressantes à vous parler. Mais premièrement, je vais juste vous introduire à notre centre de compétences futures si vous ne nous connaissez pas. Alors, le Centre des compétences futures s'est ouvert les portes en 2019 grâce au financement de l'Initiative pour l'avenir des compétences du gouvernement du Canada. Nous sommes basés à l'Université métropolitaine de Toronto et formés par un consortium qui comprend le Conference Board du Canada et Blueprint, ainsi que Magnet et l'Institut de la diversité, également affilié à l'UMT. Notre mission, en effet, c'est de mener des recherches et de produire des connaissances qui permettront aux Canadiennes et Canadiens de naviguer le monde de travail qui est constamment en bouleversement. Et notre approche est très collaborative. Nous travaillons avec une large éventail de partenaires à travers le Canada, incluant les employeurs et syndicats, les gouvernements, les établissements d'enseignement et organismes de formation. Et cette collaboration, c'est vraiment essentiel aux missions, car se préparer pour cet avenir du travail, ce n'est pas quelque chose qu'un seul acteur pourrait faire en isolation. Jusqu'à date, nous avons eu la chance de soutenir plus de 400 projets, également de projets de recherche et de projets pilotes qui testent des approches novatrices de développement des compétences. Nous avons produit plus de 600 rapports et mémoires et en ayant créé un réseau de plus de 3000 partenaires à travers le pays, nous avons fort amélioré l'esprit de collaboration et de partenariat du secteur. Depuis notre lancement, en effet, plus de 100 000 Canadiens ont pu se former ou trouver un emploi. Plus d'1 million de Canadiens ont pu accéder à des ressources pour appuyer leur chemin vers l'emploi et plus de 70% de nos projets appuient des groupes sous-représentés sur le marché du travail. Peut-être pour donner un petit peu de contexte pour le reste de la présentation, nous avons
trouvé des données d'un sondage que nous avons mené avec l'Institut de la diversité et l'Institut Intervenants depuis 2020. Un sondage qui porte sur les enjeux auxquels font face les travailleurs et les travailleuses à travers le pays. Et les données du sondage nous donnent un portrait assez riche et détaillé sur la situation économique et professionnelle de ces gens-là. Et il y a certaines données que nous avons soulignées juste tout au début de la présentation parce que ça nous permet de faire quelques analyses comparatives de la situation des Franco-Ontariens et Anglo-Ontariens. Alors, premièrement, devant nous, nous avons les taux de scolarisation chez les deux groupes. Et j'attire votre attention d'abord aux mesures des métiers spécialisés, où on trouve un 7 points de pourcentage de différence plus élevé pour les Franco-Ontariens que leurs homologues anglophones. Et ce taux plus élevé pour les Franco-Ontariens semble être peut-être au détriment de les niveaux d'éducation postsecondaire, où on trouve que les Anglo-Ontariens se trouvent entre le collège et l'université, un niveau de 57 avoir eu leur diplôme ou leur bac et d'autres degrés avancés, ce qui diminue juste à 46-47% chez les francophones. Ceci n'est pas forcément un problème. Il y en a des avantages au secteur des métiers spécialisés. Mais d'ailleurs, un parti important de ces métiers c'est qu'ils sont syndicalisés. Pardon, j'ai perdu mon place. Parce que les métiers spécialisés ont bien accès au syndicalisme et souvent un plus grand accès à la formation fournie par les employeurs qu'on va revisiter dans juste un moment. Mais comme nous allons voir, c'est aussi le cas qu'il y a également des questions qui posent autour de quelle formation et quelles compétences dont la main-d'œuvre de l'avenir aura besoin. Alors, deuxième diapo de notre sondage, là, c'est le statut d'emploi. Et ici, on veut souligner un pourcentage plus élevé d'emplois non permanents chez les Franco-Ontariens, à l'ordre de 8 points de pourcentage plus élevés que les Anglo-Ontariens. Je m'excuse pour le texte là qui n'est pas tout à fait aligné. Et ceci pourrait peut-être être problématique dans l'avenir, car ceux et celles qui sont employés en position non permanente sont plus vulnérables aux perturbations sur le marché du travail en gros. Et ceux et celles étant employés à temps plein sont plus susceptibles de recevoir de la formation de la part de leur employeur. Selon le même sondage. Mais on va revisiter tout ça parce que ça présente un petit tension là, quand on regarde cette troisième diapo qui est la participation à une formation organisée par l'employeur. Et là, on voit davantage que les Franco-Ontariens ont des niveaux plus élevés de participer dans la formation organisée par leur employeur. Et ça indique peut-être, comme j'avais dit, qu'une partie importante de ces métiers spécialisés, c'est le syndicalisme et que les syndicats ont davantage les relations avec les employeurs qui donnent l'accès plus fréquent à la formation produite par les employeurs. En effet, on voit que les Anglo-Ontariens ont un niveau de participation aux métiers spécialisés de 7 points de pourcentage plus bas. Ça pourrait être, cet résultat pourrait être conséquent à cette relation-là. Là, avant de passer la parole à Steve, je vais juste identifier quelques questions clés qui sont parmi les questions que nous essayons de examiner dans notre travail. Alors, premièrement, c'est quelles sont les compétences à mettre en avant? Et on voit, c'est certainement un mix de compétences de base, de fondation, comme la littératie et la numératie. Il y a aussi des compétences transversales, la communication, la collaboration, travailler en équipe, résoudre des problèmes. Et là, on met en haut de ça encore les compétences techniques, les compétences numériques. Alors, c'est tout un grand
paquet qui c'est plus difficile à le diviser et le mettre en formation plus spécialisée. Deuxième question, c'est comment mieux soutenir l'immigration et l'installation des nouveaux arrivants. On sait que les niveaux d'immigration vont se baisser au Canada dans les prochaines années, mais ça nous retourne à une grande question qui n'est jamais disparue, mais peut-être qu'on n'a pas traité avec tant d'urgence pendant que les niveaux étaient plus hauts. Puis c'est la question des pistes et les chemins pour les immigrants et les nouveaux arrivants de vraiment contribuer leurs compétences à notre société, notre économie. Alors, Steve va parler un petit peu de quelques efforts que nous avons pu soutenir dans ce domaine-là. Mais c'est vraiment une question de comment est-ce qu'on peut vraiment prendre davantage les compétences des gens que nous laisserons arriver dans ce nouveau système. Et quelle méthode à privilégier pour recruter un métier spécialisé? Dans cette époque de Build Baby Build, on doit se poser les questions qui sont les builders. Vous avez peut-être vu un rapport de Deloitte il y a 3-4 semaines peut-être, qui vraiment met l'accent sur la question de comment est-ce qu'on va pouvoir réussir ces grands projets majeurs, ces grands projets d'intérêt national avec le main-d'œuvre que nous avons en ce moment. Et on voit toutes sortes d'indications qu'il y a des défis dans ce domaine-là. On voit des rapports des compagnies comme Hydro-Québec qui disent qu'ils ont besoin de 35 000 nouveaux employés très compétents dans les prochaines 15 années. Puis, on doit vraiment faire un effort de relier les stratégies sur la question de grands projets avec les stratégies de la main-d'œuvre. Puis maintenant, c'est une lacune dans le domaine de politique qu'on doit s'adresser. Mais Steve aussi va souligner des efforts que nous avons pu soutenir dans ce domaine-là. Alors, je passe la parole à Steve pour continuer avec une exploration de certains projets prometteurs qui touchent ces questions. Merci Noël. Oui, voilà. Alors, j'ai la tâche enviable de résumer tous ces projets. Sachez qu'on pourrait donner une conférence de chacun de ces projets individuellement. Et là, je vais vous en parler en 10 minutes. Donc, si vous avez des questions après, ce que j'encourage, n'hésitez pas vraiment à me les poser. Alors, le premier projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Ivado. Ivado, c'est une organisation en institut de recherche basée à l'Université de Montréal qui visait à former des travailleurs et des travailleuses à travers le pays en compétences d'intelligence artificielle. Alors, ça répondait à cet enjeu majeur, c'est-à-dire la pénurie actuelle de compétences en intelligence artificielle au sein de la main-d'œuvre. Et malgré une prise de conscience à travers le pays que l'IA, c'est important, les promoteurs de projets ont trouvé qu'ils avaient en manque de direction chez bien des employeurs vis-à-vis la mise en œuvre de l'IA en entreprise. Les employeurs, effectivement, peinaient à identifier des opportunités liées à l'IA et les compétences nécessaires afin d'y répondre. Alors, pour répondre à ces défis, Ivado a développé une formation composée de 8 cours ou 8 thèmes, tout en ligne et toutes bilingues, menant à des certificats et en collaboration avec l'Université de Montréal. Cette formation visait particulièrement des travailleurs à mi-carrière ainsi que leurs leaders organisationnels. Et ça a été fait pour que ces organisations ou ces entreprises-là puissent mettre IA au service de l'entreprise. Et pour pas que les compétences finissent en faisant des tâches essentielles, mais de base, comme la traduction, par exemple, ce qui est normalement le cas bien des entreprises.
Alors, la formation a été offerte par MOOC, c'est-à-dire des Massive Open Online Courses, en thèmes comme Deep Learning, sciences des décisions, et bien sûr, et peut-être le plus apprécié parmi la première cohorte, le BIA, discrimination et l'équité en intelligence artificielle. En gros, 3000 participants à travers le monde, pas juste le Canada, ont été formés, alors que le cible original était 1000. Près de 60, en fait, 60 participants venaient à l'international parmi cette cohorte. D'ailleurs, ce promoteur est actuellement financé par le Centre des compétences futures pour mener un projet en mobilisation de connaissances. Donc, ils auront dans quelques mois l'occasion d'en parler de manière beaucoup plus approfondie de tout ce qu'ils avaient appris lors de ce projet. Alors, prochain projet dont je vais vous parler, ça traite des compétences vertes ou compétences écologiques, comme vous voulez. Et là, je vous parle d'une organisation qui s'appelle Eco-Canada. Le problème qu'ils essaient de résoudre, c'était que les secteurs de ressources naturelles en Alberta et aussi en Colombie-Britannique, notamment en pétrole, en gaz, le secteur forestier, avaient connu des perturbations plutôt importantes au début des années 2020. Ces bouleversements ont entraîné une inquiétude croissante pour l'emploi, particulièrement chez les communautés dépendantes de ces industries. Or, les compétences de ces travailleurs sont hautement transférables à d'autres industries, mais il manquait un programme tout simplement pour le faire. Le projet mis en place un programme de pilote de requalification rapide, ainsi qu'une étude qui a lieu en premier lieu pour étudier quelles étaient les compétences qui chevauchaient, quelles étaient les compétences du premier secteur, c'est-à-dire en secteur de gaz ou le secteur forestier, quelles étaient les compétences hautement transférables à des compétences vertes, dans ce cas la construction verte, et quelle était la formation que ces travailleurs faudra pouvoir transférer à l'industrie. Alors, le programme a été offert en 8 semaines, offert en 3 cohortes et entièrement virtuel. Les résultats de ce programme, 75% des participants ayant effectué en stage ont obtenu un emploi durable dans leur organisation hôte. Et en bref, ce programme et d'autres encore mettre en lumière l'importance d'une phase de recherche pour pouvoir approfondir les besoins sectoriaux ou les besoins en main-d'œuvre avant de proposer un projet de formation. Donc, le projet de formation est formé, en fait, par la phase de recherche. Prochain projet, c'est le collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Et là, ce projet part des compétences transversales. Oui, par des compétences transversales. L'approche traditionnelle du CCNB, et là je parle de la fin des années 2010, était plutôt technique. Toute formation offerte au collège avait une forte importance technique. Et ça répondait plus aux attentes des employeurs, ni aux attentes de leurs étudiants. En effet, en sondage effectué auprès de 250 employeurs en Nouveau-Brunswick, révélait des lacunes en adaptabilité, en communication, travail d'équipe, en motivation et en responsabilité. Alors pour répondre à ces enjeux, le CCMB a entrepris d'intégrer systématiquement le développement des compétences transversales dans les programmes d'études, c'est-à-dire en salle des classes et aussi en stage.
Donc, il y a 2 lieux où ces compétences peuvent être apprises. Ils ont aussi, pour les évaluer, ils ont aussi utilisé l'utile ISAT, pardonnez-moi l'anglicisme, mais l'Employability Skills Assessment Tool pour mesurer l'évolution de ces compétences. Donc, à ce point de vue-là, l'évaluation a été ainsi intégrée dans le programme de compétences transversales au collège. Le projet a démontré que le renforcement des compétences transversales peuvent être efficacement intégrés à la formation postsecondaire et avec des retombées claires pour la préparation du marché de travail. Enfin, à la suite du projet pilote, le CCMD a décidé d'intégrer systématiquement ce cadre évaluatif dans le programme et ça y reste encore. Prochain projet. Ce projet s'appelle FAST et là, je vais vous parler des enjeux auxquels font face ou des enjeux liés à l'installation réussite des nouveaux arrivants au Canada. Le programme FAST répondait à un enjeu majeur du marché du travail canadien, c'est-à-dire les obstacles importants auxquels font face les nouveaux arrivants pour accéder à l'emploi. Malgré normalement un niveau d'éducation postsecondaire plutôt élevé, de nombreux immigrants subissent une non-reconnaissance de leurs diplômes et expériences acquises à l'étranger, le manque de réseaux sociaux professionnels au Canada, une méconnaissance de la culture de travail canadien et des barrières accrues pour certains groupes, notamment les femmes et les personnes âgées. Le programme FAST a été conçu par l'Immigrant Employment Council de la Colombie-Britannique et offert une formation gratuite en ligne et selon secteur et qui pourrait être complétée avant même que le nouveau arrivant quitte leur pays natal. Donc, dans ce point de vue-là, les participants nouveaux arrivants peuvent avoir déjà les compétences qu'il fallait avant même de quitter son pays natal. Des services compréhensifs et sur mesure pour chaque participant comprenaient une préparation à l'emploi, une formation du milieu de travail canadien, surtout les compétences techniques propres au secteur, et ceci a reposé bien sur des partenariats étroits établis avec des conseils industriels ainsi que les employeurs qui ont validé ces compétences. Surtout des évaluations des compétences et enfin des liens vers le processus de reconnaissance des titres des compétences déjà acquises. Quelques résultats principaux. On avait constaté en hausse d'emploi à la fin du programme. À la fin du programme, 45 participants avaient trouvé un travail à temps plein. 9 mois plus tard, ce chiffre a été monté à 72. Il y avait aussi une augmentation de 25% des revenus dans les 9 mois suivant la fin du programme. Alors, la dernière diapo. D'abord, le secteur de construction dont Noel vous avez parlé tout à l'heure fait face à une pénurie majeure de main-d'œuvre. Les métiers de construction n'attirent pas suffisamment de nouveaux travailleurs et les stratégies classiques n'ont pas réussi à combler le vide. Un système national coordonné et accessible était nécessaire pour stimuler l'intérêt, simplifier l'accès à l'apprentissage et soutenir une montée en compétences plus équitable. Le projet mené par Skillplan avait pour objectif de créer et tester un système national de recrutement virtuel qui était capable d'attirer des personnes vers les métiers de la construction et en particulier
celles qui appartenaient à des groupes sous-représentés sur le marché du travail. Pour ce faire, on est fort intentionnel de faire de la publicité sur les réseaux sociaux, bien évidemment à des groupes différents sous-représentés, mais aussi à des groupes d'âge, dont la familiarité avec les métiers spécialisés différait considérablement. C'est-à-dire, il y avait des gens qui étaient curieux, il y avait des gens qui étaient des candidats prêts à postuler, etc. En partenariat avec des conseils syndicaux et des organismes sectoriaux à travers le pays, le projet a créé des sites web provinciaux, des pôles d'apprentissage. Donc les deux étaient un peu différents. Les sites centralisés de web, des sites centralisés avaient fédéré toutes les informations et toutes les ressources administratives dont les candidats avaient besoin. Et puis, après ça, ils avaient aussi créé des pôles d'apprentissage qui faisaient le pont entre les candidats et les services proposant des compétences dont ils avaient besoin. Le projet a permis de répondre à une pénurie critique dans les métiers de construction en attirant un nombre massif de nouveaux candidats en anglais et en français. Ça a permis la conception d'une stratégie nationale de recrutement virtuel, accessible et adaptée à des groupes sous-représentés sur le marché du travail. Et la création des Learning Hubs, des pôles d'apprentissage, pour aider les futurs apprentis a permis le renforcement de leurs compétences et la préparation aux certifications. Enfin, il y avait une démonstration d'une approche coordonnée et nationale peut transformer le recrutement dans les métiers spécialisés. Je vais maintenant passer le micro à Noël. Merci, Steve. Et juste peut-être quelques autres observations pour conclure. En particulier, c'est la question de pourquoi tout ça est encore important. C'est évident qu'on voit les besoins en compétences qui se complexifient et que l'accès à la formation est vraiment plus important que jamais. J'avais mentionné le sondage que nous avons fait pendant les derniers 6 ans. On voit assez régulièrement que c'est seulement 1 sur 2 Canadiens qui indiquent qu'ils ont reçu de la formation dans la dernière année. Différents sondages que nous avons mis en effet en 2021 indiquent que c'est seulement 1 sur 5 Canadiens qui avaient utilisé un service d'emploi ou de développement de carrière pendant l'année précédente. Alors, il y a encore beaucoup de personnes qui n'acceptent pas ces services, qui peut-être ils n'ont pas le temps ou ils voient pas ça vaut pas la peine, mais c'est vraiment important puisque c'est une de nos lacunes au Canada, c'est le développement des compétences pendant que les personnes sont engagées dans leur emploi. Deuxièmement, on dirait que les compétences transversales sont vraiment les pierres angulaires. Vraiment, ça continue à être indiqué dans les sondages d'employeurs quand on parle aux Canadiens eux-mêmes qui voient ces compétences transversales de collaboration, de résoudre les problèmes comme étant vraiment importants dans l'économie qui continue à se développer. Mais je dirais encore que ça doit être basé sur une fondation forte des autres compétences pour qu'on puisse monter l'échelle à la compétence plus avancée. Il nous faut aussi des systèmes de recrutement agiles et capables d'incorporer le contexte spécifique. Dans tout notre travail, ce qui est vraiment souligné, c'est l'importance d'essayer de vraiment se mettre au niveau communautaire pour trouver des solutions à les défis de la main-d'œuvre et que les solutions qui sont les plus prometteuses sont celles qui rassemblent les acteurs clés qui vraiment connaissent les avantages et les lacunes dans la communauté pour identifier où ils ont besoin du support. J'avais mentionné un meilleur moyen de valider les compétences acquises à l'étranger et comment reconnaître les compétences qui sont vraiment les briques qui forment les degrés de diplôme. Alors, comment est-ce qu'on peut identifier à un niveau un petit peu plus profond
les compétences des gens qui arrivent au Canada. Et souligner encore une fois, dans cette époque de Build Baby Build, qui sont les builders. On avait mentionné un petit peu les différents efforts dans ce domaine-là, mais on a aussi besoin d'identifier les pistes et les chemins qui pourraient former les stratégies de main-d'œuvre pour soutenir ces grands projets, mais aussi pour construire les logements, mais aussi pour s'adresser à l'IA et l'impact sur le marché du travail, et aussi les nouvelles sources d'énergie, et aussi les véhicules électriques. Alors, il y a tant d'ambition dans le pays qu'il y a vraiment, ça crie pour la coordination entre les différentes stratégies d'un niveau assez haut, là. Alors, on va conclure sur ce point-là. Je vous remercie encore pour nous avoir invités aujourd'hui et nous sommes très heureux de prendre n'importe quelle question que vous aurez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, des questions? Oui. Je fais du sport aujourd'hui. Bonjour et un grand merci à vous deux. Concernant les MOOC pour dresser les besoins de compétences, j'étais curieux, est-ce qu'ils étaient anonymes ou comment est-ce que vous aviez géré le fait que les personnes se fassent évaluer? Est-ce qu'ils étaient au courant qu'à la fin du MOOC, il y aurait un profil qui permettrait de définir les besoins de formation? Je trouvais ça vraiment intéressant comme approche pour définir le profil visé et le gap, mais je me demandais comment vous avez géré l'anonymat ou l'identité des gens qui participaient au MOOC. Excellente question. Il y avait un outil autodiagnostic. Donc, cet outil a permis aux participants de s'auto-évaluer au début, enfin, avant le cours et puis après le cours. Donc, c'était à leur propre volonté de s'identifier et de prendre le test d'auto-évaluation. Question? C'est la fin de la journée, hein. Ça se comprend. Oui. Question? Merci beaucoup. Alors, j'ai Afida en ligne qui voulait avoir un petit peu plus d'informations sur le projet. Attendez, je l'ai perdu. Ivado, sur l'intelligence artificielle. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ça me ferait plaisir de lui envoyer toutes les documentations qui se trouvent sur notre site. Donc, je peux d'abord faire ça. Mais est-ce que cette personne a une question un peu plus spécifique ou... J'ai le lien, en effet. Oui. Je lui ai partagé projet/Ivado. Est-ce qu'il y a d'autres informations à partager? J'aimerais bien le lien, moi aussi. C'est le coup de cœur. Je peux absolument les trouver et puis vous les envoyer après la présentation, bien sûr. Il y aura aussi d'autres informations dans les mois qui suivent parce que cette extension de projet dont je vous ai parlé tout à l'heure va bientôt conclure. Donc, à la fin de ce projet, il y aura d'autres informations. Merci beaucoup pour on va dire, ce beau panorama en fait des compétences nécessaires dans différents métiers. La question que j'ai par rapport à toutes ces initiatives est comment se fait le maillage ensuite vers non pas l'entreprise ou le monde du travail, mais avec les institutions postsecondaires qui vont former les futurs travailleurs d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a aussi cette conversation qui informe le postsecondaire qui forme au niveau collégial et universitaire? Bon, alors, une partie de notre mandat, c'est vraiment de faire de la mobilisation de connaissances qui se développent à résultat de tous ces projets-là. Alors, nous utilisons beaucoup de différents canaux pour essayer de diffuser. Nous n'avons pas en ce moment des
des discussions directes avec les grandes associations postsecondaires, mais une grande partie de notre de nos stakeholders sont des gens sur des campus tout autour du pays. Et ils forment probablement 30 à 40% des partenariats directs, puisque c'est souvent des chercheurs universitaires collégiales qui vont mener les projets ou faire une partie de l'évaluation. Alors, on essaie d'utiliser leur réseau aussi pour essayer de partager tout ce que nous comprenons. Nous avons évité un petit peu en ce moment les grands débats sur le futur de tous les secteurs postsecondaires, étant donné que nous sommes 1 ou 2 degrés de côté de ça, mais je pense que c'est évident qu'il y en a des choses, puisque beaucoup de ces initiatives sont basées sur des campus, que c'est vraiment important qu'ils ont la chance de pouvoir apprendre ensemble. Alors, nous avons aussi fourni des espèces de communautés de pratique, en effet, pour les engager. Un petit peu pour continuer justement sur cette question, beaucoup d'universités ont aussi leur département au service de développement, de formation professionnelle continue. Et je me demandais par rapport au dialogue avec le Centre des compétences futures, quel était le dialogue, quelle était aussi peut-être la mutualisation des ressources ou des informations pour mieux comprendre les besoins des professionnels qui sortent de l'université et qui vont aller dans le monde du travail. Ben, peut-être le premier point, nous avons déjà présenté à l'association de Continuing Education, je ne me souviens pas le nom exact de l'organisme, mais nous avons essayé d'utiliser leur communauté de pouvoir partager aussi. La deuxième partie de la question, c'est évident que nous essayons de reconnaître le rôle très important de les systèmes d'éducation et les instituts, mais aussi les systèmes postsecondaires. Comme tu avais mentionné, c'est ça mon job avant celui-ci. Alors, c'est un reconnaissance, mais en même temps, notre mandat, c'est plutôt ciblé sur les gens après qu'ils sont partis de leur éducation formelle, puisque c'est une partie de notre système de formation qui est moins bien développé. Alors, on essaie de faire les liens, mais quand même être à l'accord le mandat de penser un petit peu plus tôt de l'apprentissage tout au long de la vie. Et ça change beaucoup et rapidement au fur et à mesure des années qui se déroulent. D'autres questions? Oui. Ah, je me demandais si Oui, donc merci pour la présentation, fort intéressant. Moi, je suis ici à l'Université d'Ottawa, donc je pense aux jeunes diplômés qu'on a. Donc, il y a beaucoup du travail que vous faites aussi avec le reskilling et upskilling, donc des gens quand ils sont déjà avancés dans leur carrière. Mais pour les jeunes diplômés, est-ce que vous avez vu en termes de recherche et de projets pour les compétences transférables, là, est-ce qu'on sent est-ce que la COVID et la pandémie là, a affecté particulièrement les jeunes qu'on voit qui sortent actuellement et où il peut avoir ou non des skills gaps à ce niveau-là, au niveau des compétences transférables? Merci. Je pense que les jeunes diplômés sont vraiment coincés en ce moment par des grands phénomènes qui sont complètement hors de leur contrôle. Moi, je suis complètement d'accord qu'il y a encore on dirait en anglais, the tail of COVID. Tu sais, ça continue, ça leur a affecté non seulement directement, mais aussi avec la manque des opportunités de pouvoir expériencer le monde du travail avant qu'ils se mettent sur le marché du travail. Mais c'est aussi, en même temps, alors je pense que c'est ça, c'est la façon dont on voit l'IA développer au début de la technologie et au début de l'adoption de la technologie, ça change les emplois qui dans le passé étaient peut-être les emplois
pour les jeunes diplômés, puisque ils ont des tâches assez routines qui se répètent, puis c'est ça, la technologie est bien ciblée sur ces types de choses-là. Et troisièmement, c'est une période de vraiment de bouleversement économique. Puis les jeunes sont toujours vulnérables quand il y a une économie qui n'est pas aussi forte, mais aussi qui a beaucoup d'incertitudes. Les employeurs ne vont pas embaucher aussi de jeunes en ces conditions-là. Alors, il y a trois vraiment grandes choses. Puis c'est difficile de cibler les politiques pour essayer de s'adresser à toutes les trois en même moment. Je pense que le gouvernement, dans leur budget qui vient juste de passer, ils ont ajouté des ressources pour des emplois d'été, mais aussi pour les expériences de Work Integrated Learning. Le mot en français, ça m'échappe un petit peu. Right? Okay. Puis c'est vraiment important de pouvoir créer ces expériences au début de la carrière. Mais on doit vraiment aussi essayer de voir ce qui fonctionne, ce qui est effectif. Le gouvernement d'Alberta a aussi créé un programme de subvention pour les employeurs pour embaucher les jeunes. Ça c'est un expériment assez intéressant de pouvoir connaître si ça fonctionne et à quel niveau, puis est-ce que ça mène les jeunes à leur piste de carrière ou est-ce que c'est juste pour la période que la subvention est là? Il y a beaucoup de questions, je pense, pour adresser, mais c'est absolument le cas que les jeunes sont vraiment coincés dans une position qui est différente qu'on a vu dans le passé. Tu sais, c'est pas juste une économie en récession. C'est pas juste un changement de technologie. C'est pas juste un phénomène social qu'on a pas vu pour une centaine d'années. C'est tous les trois en même fois. Puis c'est difficile de créer des politiques pour l'adresser d'une façon compréhensive. D'autres questions? Moi, j'en ai une aussi. On est dans une vraie période de transition avec l'intelligence artificielle qui est aussi très, très présente dans le monde du travail. Au départ, le discours se voulait rassurant. Non, l'intelligence artificielle ne prendra pas le travail d'autres, etc. On voit que justement, dans cette période de transition, si, quand même, dans certaines professions et tout. Et d'un autre côté, il y a donc les institutions qui ont des programmes, qui essayent donc d'équiper ces jeunes, ces adultes vers cette réalité du monde. Et puis le monde du travail, lui aussi, qui essaye de s'adapter. Oui, on engage des gens, mais oui, on a aussi maintenant des outils, etc. Ce qui veut dire, tout à l'heure, vous parliez de la complexification, en fin de compte, de la formation professionnelle. Et elle est en pleine, elle est en mouvance en ce moment. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'elle va aller, etc. Quelles sont les problématiques, donc, vous, dans ce centre de développement futur des compétences, comment est-ce que vous arrivez parfois, je ne sais pas, à donner des pistes d'action, des pistes de réponse à quand même une inquiétude qui peut venir et des institutions et du monde du travail et surtout donc des futurs ou déjà des professionnels. C'est pas simple ma question, mais... Très, très simple. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a plusieurs choses à dire sur ce sujet-là. Premièrement, nous n'avons pas un crystal ball. Okay? C'est tout le discours au sujet de la future est imparfait. Alors, on doit continuer à le discuter et trouver de nouvelles façons d'essayer de mettre un cadre sur ces questions qui sont trop grandes pour n'importe qui. Il y a 2-3 choses quand même qu'on avait vu, qu'on essaie d'utiliser davantage pour ce dialogue. Premièrement, étant donné que nous sommes une seule centre basée à Toronto, on a besoin des partenaires, et en particulier des acteurs intermédiaires qui ont des réseaux qui vont aussi proches du terrain que possible, et là, de travailler ensemble pour développer des ressources pour essayer d'aider. Alors, par exemple, nous avons formé un partenariat avec plusieurs des chambres de commerce provinciales pour travailler ensemble,
mettre des ressources sur une portal sur le web avec des ressources ciblées sur la question de comment est-ce que les PME en particulier peut commencer à penser sur la question de l'IA, comment est-ce que l'entreprise elle-même peut l'utiliser, comment est-ce qu'ils ne devraient pas l'utiliser, comment former leurs employés sans les perdre pour 6 mois, 2 ans, je ne sais pas, prendre des cours plus formels, mais sur sur une base assez rapide, comment est-ce qu'il peut commencer à le faire. Alors ça, c'est une des méthodes qu'on essaie d'utiliser. On utilise notre sondage des Canadiens pour essayer de suivre, par exemple, le taux d'utilisation par les employés comparé à la formation. Alors, on trouve que ça avance vraiment rapidement, les gens qui l'utilisent dans leur travail, mais la plupart le font sans avoir la formation et sans avoir de la direction de l'entreprise. Alors, il y a une grande question, je pense, sur si on prend beaucoup de la risque de la technologie sans pouvoir vraiment avoir les gains en termes de productivité et d'autres choses. Et dernièrement, c'est d'essayer d'avoir ce type de dialogue ici dans différents contextes, dans nos efforts de mobilisation de connaissances. On essaie d'être aussi présent que nous pouvons pour pouvoir entendre les questions et les préoccupations de différents stakeholders tout autour du pays, dans différents secteurs, dans le postsecondaire, mais aussi avec les employeurs, les syndicats, etc. Merci. Merci beaucoup. Une autre, oui. Bon, avec l'IA, on se dit que aujourd'hui, la plupart des gens utilisent l'IA comme outil pour remplacer ou accélérer le travail d'aujourd'hui. Mais on sait que dans l'avenir, on va utiliser l'IA pour faire des choses qui n'existent pas aujourd'hui. On ne sait pas encore les utiliser. Et donc, il y aura certaines compétences qui vont disparaître. Il y aura d'autres compétences qui vont arriver en utilisant ces outils. Et souvent, quand on parle de l'apprentissage lié aujourd'hui, il y a des gens qui savent apprendre aux gens comment ça marche, mais le travail le plus difficile, c'est de savoir comment ça peut transformer le monde du travail et le monde entier. Et donc, est-ce que vous avez, bon, la question impossible, est-ce que vous avez des idées sur ces compétences-là pour l'avenir? Quelles seront ces compétences nécessaires pour s'engager à ces questions de transformation? C'est pas des questions faciles qu'on vous pose. Mais je pense qu'il y a peut-être, c'est important peut-être de prendre juste un pas de l'arrière parce que c'est évident aussi que la technologie est encore en développement très, très rapide en ce moment. Alors, je pense qu'on voit pas la forme finale, en effet, ou vraiment la forme qu'on peut baser pour la prochaine décennie, par exemple, une stratégie. L'autre chose, c'est que ça dépend beaucoup aussi sur le taux d'adoption au niveau de l'entreprise. Puis on sait que les entreprises canadiennes sont déjà derrière les autres, dans l'OCDE par exemple, et que notre record historique sur la question d'adoption de technologie n'est pas très fort. Ça se peut que ça va nous avantager aussi parce qu'on voit déjà la première courbe de early adopters qui ne sont pas satisfaits et reculent un petit peu. Alors peut-être on a manqué cette première vague d'expérimentation et de reculer. Alors tout ça à dire, non. Je ne sais pas quelles sont les compétences qu'on va avoir besoin quand la technologie est plus avancée, plus intégrée dans les entreprises sur le marché du travail. Mais je vais continuer pour le moment à faire l'argument que les compétences les plus importantes à développer sont celles que nous connaissons déjà, puisque d'après moi, ce que la technologie vraiment demande en ce moment, c'est l'habilité de vraiment traiter l'information d'une façon assez avancée
et de pouvoir demander les bonnes questions, mais aussi de savoir si ce que la technologie te donne comme réponse est valide, est utile. Tu ne peux pas juste prendre comme acquis que ce que tu reçois est vraiment aide à résoudre ton problème. Alors, tu dois avoir des compétences de traitement d'information assez fort pour pouvoir avoir cette interaction d'une façon qui va nous mener à une productivité plus haute ou plus efficace. Alors, c'est vraiment, on doit continuer de mettre l'accent sur des choses qui sont assez, peut-être c'est plate un petit peu, mais littératie, numératie, comment, tu sais, problem solving, pensée critique, parce que c'est ça pour le moment, je pense, les compétences qui vont nous pouvoir prendre avantage de la technologie. Il y avait, tu sais, le gars américain, là, Mark Cuban, l'entrepreneur fameux pour Shark Tank. À un certain moment, il avait proposé sur une des plateformes de médias sociaux que dans le futur, personne n'aura besoin d'un degré avancé. Parce que là, tu dois juste devenir le meilleur prompt engineer que tu peux et ça va te résoudre tous tes problèmes. Et je pense que ça, c'est dans le moment où on se trouve maintenant, je pense que ça, c'est absolument fou. Je pense que c'est pas, moi, je suis pas d'accord du tout. Juste parce qu'il y a ce phénomène de devoir savoir comment traiter l'information que tu mets dans la technologie et ce que la technologie te donne. Si tu peux pas différencier entre des réponses qui sont vraies, qui sont utiles ou non, tu vas pas vraiment pouvoir l'utiliser la technologie d'une façon qui avance le problème que tu essaies de résoudre. Alors, oui, c'est plate, mais pour le moment, je pense que c'est toutes les choses qu'on sait déjà. D'autres questions en ligne? Pas d'autres questions? Pas pour l'instant. C'est ce qui s'est passé en 95 avec l'Internet. Je veux dire, en 95, l'Internet est arrivé et on ne savait pas. Et on a observé, analysé. Ben écoutez, nous vous remercions énormément. La discussion aussi était très, très intéressante. C'est une belle façon de... Ah, tu as une question? Non, j'ai une suggestion. Vous parliez tout à l'heure de boules de cristal. Sachez que eCampus Ontario offre en ce moment non, mais un micro-titre de compétences pour apprendre à discerner les signaux du changement et imaginer les futurs. Donc, j'ai partagé les liens dans le chat. Vous l'avez aussi ici. Si, c'est pas exactement ça, mais je peux vous partager plus d'informations. Très belle information. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Donc.